Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'octobre assez positif au niveau des crypto-monnaies. Enfin, on a l'impression que peut-être le mois d'octobre va être assez mouvementé, qu'il va se passer des choses et qu'on va pas s'ennuyer comme c'était le cas au mois de septembre de façon générale, notamment la dernière quinzaine de septembre. Si on regarde le prix du Bitcoin, 47 500 $, donc effectivement il a pris, regardez là je suis en journalier, donc c'était 1, 2, 3, donc c'était vendredi, il a commencé à performer notamment en passant à 43 900, quasiment 44 000 $, et le samedi directement 48 500 $. Et on va consacrer ce début d'émission par le Bitcoin en essayant d'interpréter tout ça, voir ce qu'il se passe. Il y a des choses intéressantes à dire sur le RSI, sur les Fibo, sur le graphique de façon générale. On va regarder tout ça. Au niveau des altcoins, il n'y a pas grand chose à dire finalement puisqu'ils ont simplement suivi la tendance du Bitcoin ces derniers jours et il n'y a pas eu de surperformance ou de sous-performance par rapport au Bitcoin. On va quand même regarder du coup l'altcoin dominance. On enchaînera par la suite avec l'analyse de quelques altcoins et d'ailleurs j'ai vu ça tout à l'heure sur la map, on a un Axie Infinity, le token qui vaut désormais 150 $, donc c'est vraiment énorme. On est ici sur le token d'un jeu vidéo qui existe depuis environ 2 ans où on a des personnages finalement qui combattent entre eux, des personnages qu'on peut reproduire entre eux grâce à ce token qui est donc le token de Axie Infinity. Chaque personnage ce sont des NFT et en fait ce jeu génère énormément d'argent et surtout de plus en plus d'utilisateurs. Regardez, il est classé 20e au-dessus de Matic. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et on clôturera cette émission avec la partie trading. C'est une chose que j'ai introduite sur la chaîne le 28 septembre. Et j'explique dans cette vidéo pendant, regardez ici, quasiment 10 minutes, comment ça marche, comment je fais sur les contrats dérivés, comment on peut rentrer en trade, mettre un stop loss, un take profit, tout ça est expliqué dans cette émission. Je vous la mets ici en haut à droite si vous voulez la visionner. Allez, j'enchaîne avec la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like, et je vous dis à tout de suite. Alors, on commence avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on est sur une vue weekly pour débuter. On peut se mettre une trendline comme ceci, tout simplement. Et on observe que, regardez, ici on est plutôt sur quelque chose d'haussier, voilà, qui vient chercher les 64 000, qui retrace, qui vient finalement s'appuyer sur ce point-là, ce qui nous permet de dessiner cette ligne de tendance désormais. Aujourd'hui, regardez, on a un Bitcoin après avoir touché à nouveau les 30 000 et reparti sur les 52 000. Le petit retracement et là le petit retour donc que l'on a vécu vendredi avec un Bitcoin qui revient à 47 000 $. Bon c'est très bien, on débute octobre de la meilleure des façons possibles. On a un Crypto Fear and Greed, regardez, qui est revenu sur du positif. Enfin, entre guillemets, on va dire qu'on est plus ou moins sur le niveau des 50, donc on est plutôt neutre. Mais malgré tout, je vois beaucoup de monde en ce moment qui s'emballe, en tout cas dans la cryptosphère, sur les réseaux, dans ce qu'on peut observer. Mais regardez ici en weekly, on a juste eu une petite bougie verte ici matérialisée comme ceci. Vous voyez, à côté de toutes ces bougies vertes précédentes ou de cette hausse, ça n'a rien à voir. C'est juste peut-être un début de quelque chose. Mais rien de sûr, rien nous dit que voilà, parce que on débute octobre avec une performance ici en quelques jours de 14%, ça ne veut pas forcément dire qu'automatiquement on est prêt à aller chercher des sommets. On a un Crypto Fear and Greed qui commence à remonter, on est tout de même encore très loin de l'euphorie, donc ça nous laisse une marge de hausse encore assez importante. Mais moi je me pose la question de savoir si justement ça serait pas peut-être un petit rebond pour peut-être mieux redescendre, aller chercher cette ligne de tendance que je viens de dessiner à l'écran, pour pourquoi pas, du coup par la même occasion, revenir dans la zone de rechargement qui se situe ici un petit peu plus basse, ou au moins sur les 61,8 avec une mèche, regardez, à 37 000 $. Voilà, ça c'est encore des choses qui sont possibles et envisageables. Il ne faut pas se dire que voilà, ces 14% de prise de valeur du Bitcoin signifie automatiquement une poursuite de la hausse et un nouveau sommet. Zoomons maintenant là-dessus. Voilà, je zoome ici sur ce qui se passe actuellement. On a eu le AB égale CD, ça d'accord, donc ça s'est bien passé comme il faut. Ce que l'on a vu sur cette baisse et que j'avais pas forcément bien identifié au préalable, c'est, regardez ici, si je mets un Fibo, ici nous n'étions pas sur cette baisse revenus dans la zone de rechargement. Ce qui indique que là, nous n'avions pas de M propre sur ce petit pullback qui avait ramené le Bitcoin aux alentours des 40 000 $. Aujourd'hui, donc, vu que nous sommes allés plus bas, on peut positionner notre Fibo d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on va le descendre jusqu'à la mèche basse, excusez-moi. Cette fois-ci, on voit qu'en daily, on revient dans la zone de rechargement actuellement. Nous y sommes. Donc d'après moi, ça serait pas finalement très choquant de voir un marché qui continue de baisser ici pour aller faire un nouveau plus bas.
D'autant plus qu'on l'a vu ensemble, cette hausse était selon moi trop précoce. On l'a vu à la fois sur les indicateurs de sentiment de marché, mais on l'a vu clairement également ici sur le Fibo, puisque nous n'étions pas revenus dans la zone de rechargement. Et donc on attendait à ce que l'on y revienne pour pouvoir former quelque chose de propre par la suite. Il est possible que ce W propre ne se produise pas et que si on a un marché très bullish, finalement, on ait un cours qui grimpe sans forcément donner l'opportunité aux investisseurs d'acheter les zones de rechargement. Ça, c'est quelque chose de possible. Malgré tout, ce n'est pas le plus probable, et donc je m'attends potentiellement à ce petit retour dans cette zone de rechargement, avec un Bitcoin qui pourrait revenir ici aux alentours des 38 000 à 34 000 $, comme je le répète depuis plusieurs semaines. La question que je me pose, et que je vous pose d'ailleurs, vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires au niveau du message épinglé, est-ce que vous pensez que nous allons revenir dans cette zone, puis ensuite grimper à nouveau pour former ce W? Ou est-ce que cette petite hausse qui a eu lieu fin de semaine dernière vous a convaincu sur le fait que le marché est prêt à tout exploser dès maintenant? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Et en fonction peut-être justement de ce que la majorité des gens pensent, on pourra effectivement savoir ou essayer en tout cas de prédire dans quel sens le marché ira. Moi je vais vous dire, aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée parce que nous sommes revenus sur un crypto-fear neutre. Et j'ai des éléments contradictoires d'un côté comme de l'autre. Par exemple ici, quand je vois ce graphique et que je vois qu'ici nous sommes montés trop vite, comme je vous le disais, je pense que nous pourrions revenir chercher cette trendline ici, revenir dans cette zone de rechargement. Malgré tout, on a cette ligne jaune à casser qui est finalement une grosse ligne de support. Donc cette ligne pourrait également faire office de support, peut-être sur une mèche. Nous pourrions avoir cette tête-épaule inversée qui se produit avec un nouveau sommet directement. Et à ce moment-là, nous reviendrions pas chercher le niveau des 35 à 34 000 $. Ça pourrait ne plus être possible aussi également, et donc là ça serait le scénario un petit peu bullish, vous voyez. Donc il y a ces deux éléments déjà qui sont contradictoires, comme à chaque fois en fait on a des éléments qui se contredisent, à chaque fois on a plusieurs choses qui nous disent que voilà, le marché pourrait descendre ou monter. On essaye d'additionner toutes ces choses là et on essaye de voir lequel finalement a le plus d'éléments en sa faveur. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plus sur du 50-50. Alors ceux qui commencent à me suivre aujourd'hui peut-être doivent se dire que c'est un petit peu la facilité de dire ça, mais en réalité c'est pas ce que je fais sur la chaîne, vraiment souvent j'ai une opinion assez tranchée finalement sur le sens sur lequel le cours pourrait aller en général. L'autre élément qui est très intéressant de voir et qui est plutôt en la faveur des bulls, en tout cas dans un premier temps, est que ici, pendant cette période, tout le monde était bearish, en tout cas la grande majorité des personnes qui étaient en train de trader sur les contrats dérivés, parce que là je suis sur les graphiques des contrats dérivés, était bearish, le funding rate négatif, tout le monde était en train de vendre, et on le voyait ici, c'est que en plus il y avait énormément de Bitcoin qui entraient en position. Derrière, on liquide tout le monde avec cette hausse, donc pendant cette période, beaucoup de personnes ont vendu le Bitcoin, on est passé de 25 000 à 75 000 Bitcoin en position sur la plateforme Binance perpétuelle. Derrière, on vient de liquider tout simplement la moitié, on est revenu à 46 000 Bitcoin en position, donc la question qu'on se pose c'est, du coup, l'autre moitié donc des Bitcoins qui étaient en position à la vente ici, où est-ce qu'ils vont se faire liquider s'ils se font liquider? Et bien la réponse est assez simple finalement, c'est si jamais on vient casser ce sommet des 52 000, on viendrait les liquider tout simplement. Je pense qu'ils ont mis leur stop loss au-dessus de ce niveau-là, ou peut-être au-dessus du niveau des 63-64 000. Voilà, donc ça c'est un élément en faveur des bulls, je dirais qu'on pourrait plutôt grimper avec cette indication que je viens de donner. Malgré tout, on voit que voilà, dès qu'on fait une poussée haussière, les gens passent à l'achat, dès qu'on fait une petite poussée baissière, les gens passent à la vente. Ça matérialise clairement un sentiment assez neutre, comme le crypto-fear and greed nous l'indique. Alors aujourd'hui, un des scénarios que j'arrive à imaginer, en tout cas je me dis vraiment plausible, serait ici que l'on vienne chercher un nouveau sommet. Comme je le disais tout à l'heure sur l'order flow, ça permettrait de liquider encore les personnes qui restent et qui étaient passées à la vente à cet endroit-là. De plus, ça pourrait se traduire, regardez sur le RSI ici, tout simplement, sur quelque chose qui vient à nouveau tester cette trendline que l'on a touché de nombreuses fois ici. On pourrait pourquoi pas jouer une dernière fois dessus en tant que résistance. À ce moment-là, on fait le nouveau sommet, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pourrais imaginer qu'une fois que nous sommes là-haut, nous pourrions avoir un crypto fear and greed qui monte assez fort. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra identifier à l'instant T, au moment où ça arrivera, si ça arrive. Si on est là-haut, on voit effectivement ici sur le RSI qu'on revient tester cette ligne. De plus, on voit un crypto fear and greed qui passe à 70,80. De plus, ici, on commence à voir de l'achat sur l'order flow avec beaucoup de Bitcoin qui rentrent en position, par exemple. Eh bien, on pourra à ce moment-là se dire que peut-être que finalement, cette chute aura bien lieu. Voilà. Et cette chute, eh bien, elle pourrait tout simplement permettre au cours du Bitcoin d'établir quelque chose de propre, c'est-à-dire un W qui finalement serait très très propre pour une poursuite haussière. Voilà.
Avec, par conséquent, et vous l'avez compris, hein, du coup, on va se mettre le Fibo un petit peu plus haut, on spécule sur le fait par exemple qu'il atteigne les 57 000 $, avec, pourquoi pas, un retour dans cette zone de rechargement, voilà, et c'est là que justement on aura ce W qui sera proprement matérialisable, entre du coup les 40 000 et les 35 000 $ approximativement. En plus de ça, eh bien vous l'avez compris, je vous ai montré tout à l'heure cette trendline que l'on a mis, qu'on a positionné en weekly, qui vient chercher 2 points de contact, un ici, on pourrait avoir un 3e point de contact tout simplement. Voilà. Alors là, je vous parle de choses, je ne peux pas savoir si ça va se produire, vous savez, tout ça c'est régi par finalement beaucoup d'éléments, notamment tout ce qui est psychologie de marché, à savoir que vous avez la psychologie des chiffres ronds. Par exemple, vous savez, j'ai montré des 100 000 $ là-haut qui traînent sur la chaîne depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce trait? Eh bien parce que je suis convaincu que ici, à 100 000 $, voire un peu moins, parce qu'il y a des gens qui essayent d'être plus malins que les autres en vendant un peu avant les 100 000 évidemment, eh bien il y aura énormément de vendeurs. Et ces vendeurs-là vont nécessairement, si jamais le marché y va, ralentir le cours. Ralentir, voire le faire retracer un petit peu, comme ceci. Si le marché est très bullish, on ira plus haut, peut-être qu'on aura le chiffre psychologique des 120 000 qui fera son effet, ou des 150 000, ou qui sait même des 200 000 par la suite. Voilà. Ou bien on peut imaginer finalement une touchette entre 90 et 100 000 pour derrière avoir un retracement qui se concrétise avec pourquoi pas quelque chose qui dure pendant 2, 3, 4 ans. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on va essayer d'identifier ensemble au fur et à mesure du temps. On pourrait aussi parler d'une autre chose, par exemple, ici on voit un sommet, regardez. Donc là on a un sommet, on se met une ligne comme ça, horizontale. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Eh bien à cet endroit-là, il y a des personnes qui ont pris des profits, qui ont vendu du Bitcoin, ce qui a créé cette chute. Donc la chute signifie simplement qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, il y avait plus de personnes qui étaient prêtes à vendre du Bitcoin que de personnes qui étaient prêtes à en acheter. Malgré tout, pendant cette chute, il y a énormément de gens qui ont acheté du Bitcoin. Ou même là, pendant le sommet, il y a énormément de personnes qui ont acheté du Bitcoin, aux personnes qui justement souhaitaient les vendre pour prendre leur profit. Et donc, ces personnes qui ont acheté du Bitcoin ici, peut-être qu'elles elles l'ont acheté dans l'optique de le garder pendant très très longtemps, sauf que elles ont vu sur leur portefeuille une chute de 40 ou 50%, et du coup ça leur a fait tilt dans leur tête, ils se sont dit mais en fait c'est peut-être pas fait pour moi ce marché, hein. J'achète quelque chose en me disant que ça va augmenter sur les 10 prochaines années, et là en l'espace d'une semaine, mon investissement réduit de moitié, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, donc il y a des personnes qui paniquent à ce moment-là en fait. Et il y en a beaucoup parmi eux qui se sont dit, du coup, voilà, si ça retourne aux 60 000, eh bien dans ce cas-là, je ressors à neutre, c'est-à-dire que je ne prends pas de profit ni de perte, simplement je récupère mon argent et je ne veux plus jamais entendre parler de cela. Eh bien ça, c'est un des facteurs qui fait que cette ligne matérialisée à l'écran représente une résistance. Il y a d'autres facteurs, évidemment. Il y a peut-être des gens également qui ont acheté du Bitcoin ici, et qui se disent, voilà, je joue le range, et si on revient sur le point haut du range, je prends des profits, voilà, je suis pas très gourmand, je suis un simple petit joueur qui essaye de jouer sur une achat en bas du range, et une vente en haut du range, voilà. À ce moment-là, ces gens-là aussi vont mettre une pression vendeuse. Voilà. Mais je donne simplement des exemples, et je vous montre comment sont matérialisées les lignes de support et de résistance, et pourquoi est-ce que sur les graphiques, quand on se dit, tiens, là, finalement, c'était comme ça avant, on va mettre une ligne, du coup, c'est une résistance, voilà, des fois, on peut juste ne pas comprendre pourquoi est-ce que c'est une résistance ou un support. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'on fait des analyses et qu'on essaye de trouver des points pertinents pour investir, et vu qu'on n'a pas de boule de cristal et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est toujours bien d'essayer d'acheter sur plusieurs paliers, et de revendre également sur plusieurs paliers, vous voyez. Ne jamais tout acheter en même temps, ne jamais tout vendre en même temps, ça peut être une bonne stratégie pour limiter son risque, et tout simplement, essayer d'être assez serein dans ce que l'on fait, sans stresser de façon générale. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer au quotidien au travers de cette chaîne YouTube. J'en ai fini avec ça et le Bitcoin, on va aller voir l'altcoin dominance. Qu'est-ce qu'il se passe sur les altcoins? Le Bitcoin, c'est le leader, c'est la crypto la plus capitalisée, mais vous le savez, il n'y a pas que ça comme crypto-monnaie, il y en a énormément. Mais avant d'enchaîner, je vous parle rapidement d'un tableau que je vous partage. Ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas, dans la barre de lecture, à avancer sur la suite. Pour les autres, c'est un tableau finalement où vous allez tout simplement pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies de façon très simple. Vous mettez par exemple ici Mana, regardez je le fais ici, il y a un petit programme qui vient récupérer le prix du Mana en temps réel, en dollars et en euros. Vous pouvez ajouter Engine par exemple, vous pouvez ajouter One Inch, vous pouvez ajouter AVE, regardez, vous pouvez en mettre jusqu'à 200 en fait, là je les ai mis en minuscules, vous pouvez les mettre en majuscules, c'est pareil, et là leurs prix sont récupérés. Vous avez la possibilité de mettre à jour tous les prix en même temps. Donc par exemple, ici si je modifie cette case, regardez, tous les prix se mettent à jour automatiquement. Donc ça prend des fois un petit peu de temps, peut-être 10 secondes, 15 secondes, mais
Peu importe, derrière, tout ça, ça fonctionne. On va attendre tranquillement et je vais vous expliquer la suite. Vous allez pouvoir du coup dire ce que vous possédez de chacune des cryptos. Ici, le mana, vous allez dire sur cette plateforme j'en ai tant, sur celle-là j'en ai tant. Allez, on va dire 50 sur celle-ci, vous en avez 100 sur celle-ci, etc., etc. Vous allez faire pareil sur les autres cryptos. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une erreur, c'est pour ça que le prix ne s'affiche pas pour le 1 inch, tout simplement. Voilà, et une fois que vous avez mis ce que vous possédez de chaque crypto en fonction des plateformes que vous avez et que vous avez indiqué ici toutes vos cryptos que vous avez pu entrer, automatiquement sur le tableau de bord les cryptos se sont ajoutés, la valeur que vous en avez s'est ajoutée également et vous connaissez le pourcentage que vous possédez de chacune d'entre elles tout simplement par rapport au portefeuille total et ça va comparer ça à ce que vous avez investi. Et automatiquement, vous allez connaître vos gains ici et le ROI. Le ROI, c'est le pourcentage de gains que vous avez effectué. Et donc, votre valeur de portefeuille. Là, c'est un portefeuille fictif que j'avais fait avec vous, que j'ai commencé au mois de novembre dernier, donc il y a quasiment un an avec vous. On avait imaginé un investissement de départ de 10 000 euros. On essayait d'acheter par palier de nombreuses cryptos. Et aujourd'hui, voilà, ce portefeuille de 10 000 euros se porte plutôt bien avec une valeur de 30 000 euros et donc 20 000 euros de gains aujourd'hui. Et ensuite, vous avez un onglet calcul plus-value. Là, vous allez mettre tous les achats et toutes les ventes que vous faites par rapport à l'euro. Dès que vous allez acheter des crypto-monnaies avec des euros ou vendre des crypto-monnaies pour récupérer des euros, vous allez le mettre ici. Et vous allez, du coup, de cette façon, pouvoir calculer la plus-value, finalement, de vos actions, des actions que vous allez faire par rapport à du fiat. Là, ici, j'ai simulé un achat de 10 000 euros. Vous allez dire ce jour-là, vous allez mettre la date à gauche. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis... voilà, j'avais mis une étoile. Vous allez dire que vous récupérez 2000 euros tel jour. À ce moment-là, votre portefeuille vaut 28 879. Vous voyez, c'est écrit ici. Hein, vous avez juste à recopier. Et automatiquement, ça vous dit, voilà, sur les 2000 euros que vous récupérez, il y a tout simplement 1307 euros qui sont considérés comme plus-value. Vous allez pouvoir mettre tous les achats et toutes les ventes et vous allez avoir la somme de vos plus-values à cet endroit-là. C'est très très simple, il y a pas mal d'explications ici à droite. Vous avez également un onglet tutoriel où il y a énormément d'explications. Un tutoriel vidéo vous est fourni avec le tableau. Vous avez la possibilité de l'obtenir si vous effectuez une donation. Donc sous chacune de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur le petit plus ou bien sur le titre si vous êtes sur le téléphone. Vous avez une autre émission où j'explique beaucoup mieux le tableau ici. Et également ici le lien pour mon site où vous allez pouvoir tout simplement effectuer une donation pour obtenir le tableau. J'en ai fini avec ça et je continue avec la suite. Et donc on va immédiatement aller voir l'altcoin dominance. Et ce graphique qui est l'altcoin dominance matérialise la puissance de l'ensemble des crypto-monnaies comparé à celui donc au Bitcoin tout simplement. On voit que toutes les crypto-monnaies ont surdominé le Bitcoin lors du précédent bull run de 2018. On voit que derrière, quand il y a eu ce crash, c'était l'inverse. Le Bitcoin a dominé les autres cryptos. Avec un Bitcoin qui est passé de 20 000 à 3 800, vous imaginez la catastrophe sur les autres crypto-monnaies. Hein. C'était anarchique. Hein. Il y a des cryptos qui ont perdu 99% de leur valeur pendant cette période. Voilà. Et donc je vais vous dire que la plupart finalement des investisseurs étaient assez dégoûtés du marché et beaucoup de personnes probablement ont simplement voulu investir à cet endroit-là, sont sortis au pire moment et aujourd'hui s'intéressent à nouveau aux cryptos. Mais c'est légèrement un petit peu tard. Je dis pas que c'est trop tard, hein. Qui sait, on va peut-être avoir cette deuxième vague haussière sur le Bitcoin, et pourquoi pas une altcoin dominance qui vient chercher un nouveau sommet par rapport à celui de 2018. Mais je voulais simplement appuyer sur le fait que c'était pas si simple de gagner de l'argent, même dans les crypto-monnaies, même quand on a des graphiques qui montent, il y a toujours des personnes malheureusement qui arrivent trop tard. Ici, je me mets en logarithmique, on voit qu'on a eu un marché des altcoins qui a énormément performé depuis janvier 2021. On voit ici que, regardez, on fait un sommet qui représente l'ancien sommet de 2018, hein, donc de façon très très rapide, on est venu chercher cet ancien sommet, sans retracement quasiment, hein. Regardez, sans retracement, que des bougies vertes. Le premier retracement a eu lieu ici à cet endroit-là, après le mois de mai, quand le Bitcoin a retracé un petit peu et est passé lui de 64 à 30 000 $. Et là on est en train, comme sur le Bitcoin, hein, du coup de latéraliser. Hein. Ce graphique suivra de façon assez logique. Hein. C'est assez simple. Si le Bitcoin monte, prend de la valeur, va aux 100 000 $, il est fort probable qu'on ait une altcoin dominance qui vienne casser ce sommet. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez factuel et d'assez logique. Et de façon très concrète, on va essayer de voir ce que ça pourrait bien vouloir dire tout ça. Regardez, alors je vais me mettre ici en mensuel. Voilà, et on est toujours en logarithmique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va se mettre un petit Fibo d'extension, voilà, comme ceci. On va prendre ce sommet, on va prendre ce bottom, comme ceci. Voilà, et ici, on a nos objectifs. Donc, je vais enlever le logarithmique pour que ce soit plus facilement visible. Qu'est-ce qu'on a? On a une altcoin dominance qui pourrait, si jamais le Bitcoin était amené à avoir une continuation haussière, bien sûr, qui pourrait sans problème aller, par exemple, dans un premier temps, au 100% de Fibo. Pourquoi pas au 123 et pourquoi pas au 161,8. Et si jamais on est sur un marché qui surdomine le Bitcoin avec des altcoins qui surperforment, pourquoi pas aller chercher les 261,8 plus haut. À ce moment-là, on aurait des altcoins qui, en moyenne, établissent, donc par rapport au cours actuel, environ 240% de gains par rapport au Bitcoin.
240%, c'est 2 fois 3,4. Voilà, c'est ça, hein, 240%. Donc on a un Bitcoin qui fait x2, donc qui prend 100% de sa valeur. On a des altcoins qui font fois 3,4 par rapport du coup au Bitcoin, ce qui, par une simple multiplication, nous donnerait, donc admettons que l'Ether suive cette tendance. On a un Ether aujourd'hui à 3300. Imaginez eh bien, qu'il fait fois, du coup, fois 2, fois également 3,4. On aurait un Ether à 22 400 $. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable, qui est possible. Si jamais, voilà, on a un marché un petit peu moins bullish et que les altcoins ne dépassent pas ici les 161,8, on aurait finalement 120%. Alors ce travail que je fais, là, je le fais par rapport à l'Ether, vous pourriez le faire avec n'importe quelle autre crypto, il y en a peut-être qui vont avoir des performances plus importantes, d'autres moins. Là, c'est une moyenne finalement donc des altcoins. Hein. Vous l'avez compris. Et donc on va s'amuser rapidement à faire le même travail pour les trois niveaux qui sont situés à l'écran, à savoir les 161,8. Donc là, on va dire 120% approximativement, donc x 2,2. Par conséquent, ça fait 6600 fois 2,2. Là, on a 14 500 $, un petit peu au-dessus du seuil psychologique des 15 000. Les 123,6, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, regardez, on va refaire le travail. 123,6, on a 75%. Allez, on va dire 75. Et donc, ça fait 1,75 fois 6600. Là, on est un petit peu au-dessus des 10 000 $, du seuil psychologique, des 10 000. Et les 100% de Fibo, on a plutôt voilà, 45% de performance par rapport au cours actuel. Et à ce moment-là, bah, ça nous ferait un Ether à 1,45. Voilà. Donc là, je me suis trompé. 6600 fois 1,45. Voilà, ça nous ferait 9500 $ pour l'Ether, vous voyez. Donc à chaque fois, on est plutôt pas loin des seuils psychologiques, donc c'est intéressant de voir que ces Fibo correspondent à des niveaux qui semblent pertinents et qui semblent réalisables en tout cas pour le prix de l'Ether. Hein. Malgré tout, les 261,8 semblent très élevés, mais tout est possible hein, sur le marché. Parce qu'un Ether à 20 000 $ avec un Bitcoin à 100 000, ça voudrait dire qu'un Ether vaut 0,2 Bitcoin. À savoir que l'Ether n'a jamais dépassé les 0,15 Bitcoin. Donc c'est-à-dire qu'il fait un nouveau sommet par rapport au Bitcoin. Ça serait très intéressant et ça serait vraiment exceptionnel. Je vous laisse imaginer un petit peu le prix de certaines crypto-monnaies, un petit peu les performances qu'on pourrait avoir sur certains altcoins si jamais on avait un Ether à 20 000 $. Hein. Je pense que ça pourrait être vraiment incroyable. Moi, je suis dans cette perspective de continuation de bull run. C'est comme ça que j'ai investi mon argent et c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça reste un marché très risqué et il faut bien sûr être très prudent et réfléchir à ce que l'on fait au quotidien, hein, se poser des questions de façon quotidienne. On est ici sur XRP face au Bitcoin. Moi, j'adore voir ces graphiques-là par rapport au Bitcoin. Vous voyez, on a un XRP qui, par rapport au dollar, finalement, n'a pas fait grand-chose, hein, on l'a vu ces derniers temps. Mais regardez ça par rapport au Bitcoin. On est sur une latéralisation de très longue date. Il n'a pas performé par rapport au Bitcoin. Il y avait ces grosses fluctuations au préalable. Mais vous voyez, ce sont les marchés comme ça qui latéralisent qu'on cherche, hein, qu'on recherche. Aujourd'hui, XRP est plutôt latéral. Il est plutôt, finalement, sur une configuration encourageante, parce que sur le RSI, eh bien, on a quelque chose qui monte avec un cours qui, lui, est en revanche en train de descendre. Derrière, eh bien, on essaye de confirmer, des choses, on essaye de voir si on n'a pas des cassures de lignes horizontales qui pourraient se produire. Vous voyez que ça n'arrive pas. On vient jouer dessus, on redescend, on vient jouer dessus, on redescend. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va casser ça hein? On pourrait essayer d'investir maintenant en spéculant sur le fait que ça va arriver, ou alors on pourrait très bien attendre de venir casser cette ligne. Alors je vais essayer de supprimer un petit peu, par exemple, ce cercle. On pourra attendre effectivement aussi également de venir casser cette ligne pour investir sur le retour de neckline. Et à ce moment-là, vous allez prendre beaucoup moins de risques en achetant à cet endroit-là. Malgré tout, vous allez peut-être l'acheter beaucoup plus cher par rapport au dollar. Hein. C'est également le problème. Voilà, c'est pour ça que quand on investit par palier, on peut se mettre un premier palier maintenant et attendre d'autres confirmations pour peut-être racheter de façon supplémentaire et tout simplement augmenter notre exposition. Voilà. Et derrière, si vous avez Ripple qui établit des performances comme c'était le cas en 2018, eh bien pourquoi pas imaginer un Ripple qui explose. Comme on l'a vu sur l'alcoin dominance, on pourrait avoir une alcoin dominance qui prend 220% si elle monte au 261,8 de Fibo. Et si c'est le cas, il n'y aura selon moi aucun problème pour qu'il y ait des actifs comme par exemple le XRP qui prennent énormément de valeur et qui reviennent sur des niveaux comme celui-ci. Ce qui lui ferait, donc par rapport au Bitcoin, 500%. Donc vous imaginez, donc le XRP est à peu près à 1 $ aujourd'hui. On a le Bitcoin qui fait x2, donc 2 $, fois 500%, donc on va faire x6 du coup, hein, eh bien ça nous ferait un XRP à 12 $. Donc un x12 pour Ripple, pour moi, ça reste envisageable et ça ne serait pas finalement quelque chose d'extrêmement bullish, ça serait simplement un retour sur ses anciens sommets. Voilà. Alors effectivement, c'est pas la même configuration, il y en a peut-être beaucoup plus qui ont été émis, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais voilà, ça reste quelque chose d'envisageable.
J'en ai fini pour XRP, donc Ripple, voilà, je voulais analyser plus de crypto-monnaies aujourd'hui, je le ferai demain. Demain, je consacrerai une émission beaucoup plus spécifique sur les altcoins. En attendant, j'enchaîne avec la partie trading. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, on avait imaginé sur ce trade, finalement, les choses de cette façon. On avait imaginé que l'on pouvait revenir, du coup, sur cette hausse que l'on avait visualisée ensemble, on pouvait revenir chercher les 61,8 de Fibo, avec une entrée en position ici à 38 526 $, avec un take profit à 40 900, donc ça aurait voulu dire une baisse comme celle-ci, une touchette sur l'entrée en position pour pourquoi pas essayer de jouer le retour sur finalement cette ligne-ci qui pourrait jouer un rôle de résistance par la suite, et on avait mis le stop loss un petit peu plus bas, ici, voilà, tout simplement, en dessous de ces mèches, vous voyez. Donc c'était un trade qui me semblait pertinent. Malgré tout, on visualise ici que ce trade n'a pas été déclenché. Vous imaginez bien que quand on positionne des trades, on n'est jamais sûr forcément que ça se déclenche. C'est-à-dire qu'on met des ordres. Moi j'étais sur Binance du coup futur, j'ai mis ici un ordre. Regardez, il y a mon prix d'entrée, il y a le montant avec lequel je suis entré, et je me suis dit que si on touchait du coup le stop loss que j'ai positionné ici, eh bien le trade serait perdu. Si jamais je touche mon take profit, eh bien à ce moment-là le trade serait gagnant. Et je voulais ne pas perdre plus que 40 $ sur ce trade. C'est le risque que je m'étais fixé. Alors si vous voulez en savoir plus sur le risque, comment est-ce que j'ai fait pour savoir justement avec combien de bitcoin entrer en position pour être sûr de ne perdre que 40 $ si le stop loss est touché, etc. Vous avez le petit i en haut sur la vidéo, hein. Je vous ramène sur une autre émission où j'explique vraiment tout ça en détail. Aujourd'hui on va essayer d'identifier quel autre trade on pourrait prendre, un autre trade que l'on pourrait imaginer, parce que là on va s'ennuyer sinon sur la chaîne. Vous, effectivement, comme je l'expliquais, il est intéressant finalement de toujours rester et de toujours camper sur ses positions. C'est-à-dire que si vous voulez faire un trade, eh ben, essayez de le maintenir le plus longtemps possible, et s'il n'est pas touché, vous pouvez, là par exemple on a quelque chose d'haussier désormais, eh bien vous pouvez tout de même le laisser en espérant qu'il soit touché par la suite. Il faut rester très très patient et pas forcément eh bien, essayer de jouer tous les trades que l'on peut identifier. Malgré tout sur la chaîne, j'ai envie d'essayer de vous faire des exemples en temps réel, donc on va essayer d'en prendre un ensemble tout de même. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a un cours qui monte, on a cette épaule, tête-épaule qui pourrait se dessiner, vous le voyez, à cet endroit-là. Cette épaule pourrait être matérialisée par, si je viens chercher ce niveau-là et que je casse ce niveau-là par la suite, eh bien, on aura effectivement, regardez, c'est comme ça que ça marche, hein, les épaules, tête-épaule, on a finalement cette hausse depuis la neckline qui pourrait simplement doubler, c'est-à-dire prendre ce bottom ici et imaginer une target supplémentaire à cet endroit-là. Finalement, ça matérialiserait le AB égale CD précédent, mais en symétrie. Vous voyez, le AB égale CD comme ceci, que je vous avais montré sur la chaîne. Voilà, donc on reprend le point haut ici, tout simplement. On a une première baisse, une deuxième qui est exactement identique. Eh bien, on pourrait avoir finalement une symétrie de ça, comme ceci, tout simplement. Et c'est là qu'on aurait notre épaule tête épaule avec notre objectif de vente par ici. Là, je l'ai mal dessiné, mais vous avez compris. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? On a un cours qui a grimpé assez rapidement, donc vendredi dernier. Là, on est en train d'hésiter. On va reprendre finalement le cours de mèche à mèche comme ceci. Voilà. Tac, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici, eh bien, si jamais on revient sur les 61,8, on pourrait matérialiser par la suite cette épaule tête-épaule, comme ceci. Donc, il y a deux possibilités ici. Vous pourriez jouer le trade de deux façons différentes. Soit vous essayez d'acheter ce niveau-là, en vous disant qu'effectivement, eh bien, on peut jouer cette deuxième partie de hausse, c'est-à-dire on reprend cette hausse-ci, on fait copier-coller pour avoir notre take profit là-haut, voilà, on achète ici, on essaye de revendre ici, ça correspondrait en plus à cet ancien sommet. Soit vous attendez la cassure de ce niveau pour avoir vraiment la confirmation de l'épaule tête-épaule, pour jouer simplement cette dernière partie de hausse, en mettant le stop loss un petit peu ici, un petit peu plus bas. Voilà, moi je vais jouer la partie, on va dire, le premier scénario que je viens de vous décrire. Par conséquent, je vais positionner mon trade de façon très précise. On a les 61,8 de Fibo, j'espère les toucher sur une mèche finalement, qui serait située ici. Je me positionne un petit peu au-dessus. On va zoomer, on va se mettre sur du 4 heures pour mieux visualiser tout ça. Alors là, je pense que mon trade est ici. Je vais le rapprocher comme cela. Et donc je mets mon entrée en position un petit peu au-dessus des 61,8 de Fibo, comme cela. Je mets mon stop loss en dessous de cette mèche. Voilà, je me dis que si le marché descend en dessous de cette mèche, eh bien je sors de cette position. Et où est-ce que je vais positionner mon take profit ? Eh bien à ce moment-là, je vais le mettre, on l'a vu tout à l'heure, sur ce sommet précédent. Tout simplement en espérant jouer un AB égale CD, avec cette épaule tête-épaule inversée. Je vais entrer ces données sur mon petit tableau pour essayer de savoir avec combien de bitcoin il faut que j'entre en position. Donc le point d'entrée, 43 447. Hop, je le marque ici, 43
c'était 447, donc ce que je vais faire, je vais mettre 53. Je vais mettre un petit peu au-dessus du 50, voilà, je préfère. Ensuite, on a, excusez-moi, je retourne sur le bon onglet, on a le profit à 52 791. Donc c'est pas mal comme chiffre, 52 791. 52 791, voilà pour le take profit. Et le stop loss, on l'a positionné ensemble à 38 871. C'est pas mal également, je vais le laisser ici. 38 871, ah, je me suis pas trompé. 38 871, voilà, c'est ça. Donc cette fois-ci, j'ai mon trade qui est inscrit ici. Je sais que je vais mettre un levier 5, je sais que je ne veux pas perdre plus que 40 $ sur ce trade, et donc le tableau me dit exactement avec combien de Bitcoin il faut que j'entre en position là-dessus. Donc ma perte restera de 40 $ si jamais je perds ce trade, et mon gain sera donc du double, d'où mon risque reward de 2 pour 1. On l'a vu, hein, on a un risque reward ici de 2 pour 1, tout simplement. Donc c'est très intéressant comme trade. Voilà, s'il est perdu, je perds 40 $, s'il est réussi, je gagne 80 $. Ceci étant fait, je vais sur mon site de contrat dérivé sur Binance, et je vais pouvoir entrer sur ma position. Je vérifie, je suis bien en levier 5, ici. Pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que je raconte, je le rappelle, hein, allez voir l'émission précédente que vous avez ici en haut dans la fiche. J'ai entré les différentes données nécessaires au trade, le prix d'entrée, la position en Bitcoin. Alors vous voyez, sur le tableau, il y avait écrit donc 2087. Ici, malheureusement, je ne peux pas entrer autant de chiffres. Donc j'ai arrondi à 9. C'est pas grave, si je perds, je ne vais pas perdre 40, mais peut-être 42 $. Vous voyez, c'est logique. Du coup, la position est un petit peu plus grosse. Mais c'est pas grave. Le take profit, je le mets ici, et le stop loss ici, comme inscrit. Voilà, c'est tout simple. Je fais donc ma position buy. Là, ici, je joue une hausse du Bitcoin. J'achète ici pour revendre plus haut. C'est bien donc un achat que je fais, pas une vente. Je positionne mon achat et automatiquement, l'ordre s'inscrit ici. Vous avez le prix d'entrée, le stop loss et le take profit qui sont inscrits de façon très précise. Et on verra ce qu'il se passe et on suivra ça sur la chaîne. Si ce trade est déclenché, j'en parlerai avec vous au quotidien jusqu'à ce que le stop loss ou le take profit soit atteint. Vous l'avez donc compris, hein, ce petit tableau me sert simplement pour connaître, en fonction de l'entrée en position du stop loss et du take profit, de connaître la valeur en Bitcoin avec laquelle je dois rentrer dans cette position, entrer en position. Ici, il y a le levier, ça vous dit combien d'USDT ça va vous prélever si le trade est déclenché. Donc là, si le trade est déclenché, je suis prélevé de seulement 75 USDT, parce que j'ai mis un levier 5. Voilà, regardez ici, j'ai 75 USDT un peu plus parce que j'ai mis 0,9, mais voilà, j'ai 80 USDT en moins, vous voyez. Donc c'est à ça que sert ce petit tableau, que je vous partage également sous l'échange d'une donation, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça peut vous être très utile si vous voulez faire du trade sur des contrats dérivés. Voilà, j'en ai fini avec tout ça. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.